Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant, mais parfois un peu intimidant, de la cybersécurité. C'est vrai que ça peut ressembler à un énorme garage au début, on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. C'est une bonne image, oui. Et justement, l'idée c'est d'explorer un peu comment on peut faire ses premiers pas quand on débute. Il n'y a pas un seul chemin, mais on voit quand même des piliers qui reviennent tout le temps dans les conseils et les retours d'expérience. Ok, donc la mission, si on peut dire, c'est d'identifier un peu les compétences clés, les points de départ possibles, et puis les ressources utiles pour construire son propre parcours, que ce soit juste par curiosité ou pour une future carrière. Alors, on déballe tout ça, allons-y. La première grosse question qui revient souvent, c'est par quoi commencer ? Est-ce qu'il faut d'abord apprendre à coder, ou plutôt maîtriser les bases des systèmes et des réseaux ? Ah oui, le débat classique. Exactement. Et il y a un peu deux écoles. Certains disent commencer par la programmation, Python est très souvent cité en premier, parce que c'est assez lisible, puis peut-être Go si on veut plus de contrôle. L'idée, c'est que la compréhension des systèmes, des réseaux, ça viendra avec les projets, en pratiquant. D'accord, une approche très learning by doing, on met les mains dedans direct. Et l'autre camp, il dit quoi ? L'autre camp insiste vraiment sur les fondations. D'abord, maîtriser Linux, c'est crucial, on le trouve partout en sécurité, et les réseaux. Comprendre comment les machines discutent entre elles, les modèles OSI, TCP/IP, les protocoles comme HTTP, DNS. Pour eux, c'est la base indispensable avant de chercher des failles ou de coder des outils spécifiques. C'est logique aussi. Faut comprendre la mécanique avant de vouloir la bidouiller. Et on parle aussi de compétences annexes, non ? Comme l'anglais. Ah oui, l'anglais technique, c'est quasi incontournable. La plupart des ressources, des documentations, des outils sont en anglais. La logique aussi, l'algorithmique, ça aide énormément. Ok, donc que l'on choisisse de commencer par le code ou les bases, concrètement, comment on apprend ? Quels outils, quelles méthodes reviennent le plus ? Le mot qui revient sans arrêt, c'est pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Les plateformes de CTF, capture de flag, sont vraiment plébiscitées. Comme Pico CTF pour les débutants, c'est ça ? Voilà, Pico CTF, c'est super pour commencer. Après, il y a TryHackMe, qui est très pédagogique aussi, Hack the Box, Over the Wire. C'est en faisant, même en faisant des erreurs, qu'on apprend vraiment. Utiliser des machines virtuelles aussi, c'est essentiel. Kali Linux revient souvent comme nom. Oui, Kali est une distribution très populaire car elle embarque plein d'outils. Mais on peut apprendre avec n'importe quelle distribution Linux. L'important, c'est de manipuler. Et faire ses propres projets, même petits. Côté langage, comme on disait, Python est un excellent point de départ. Bash aussi, pour automatiser des tâches sous Linux, c'est très utile. Et puis C ou C++ si on veut aller plus bas niveau. Et pour trouver l'info, pour se guider. Google, j'imagine, mais à part ça. Google, bien sûr, c'est le premier réflexe, mais aussi, très important, lire la documentation officielle des outils. C'est souvent là que l'information est la plus précise. Après, il y a plein de tutos vidéo gratuits, des cours en ligne, certains gratuits, d'autres payants mais abordables, des livres. Le mieux, c'est de tester un peu tout pour voir ce qui nous correspond. D'accord. Et si on pense plus loin, une carrière ? Les fameuses certifications, les diplômes, ça pèse lourd ou pas tant que ça ? Alors, ça peut aider, oui, clairement. Une certification comme la Security Plus de CompTIA, c'est une bonne base générale. L'EJPT est parfois mentionné comme une étape pratique. Et puis, il y a l'OSCP. Ah, l'OSCP, celle dont tout le monde parle. Réputée difficile, non ? Oui, elle est exigeante, mais très reconnue parce qu'elle est basée sur la pratique. Elle valide vraiment des compétences en pen testing, en piratage éthique, mais, et c'est un point important qui ressort des discussions, Oui. ce n'est pas indispensable. Ce qui compte le plus, pour beaucoup d'employeurs, c'est ce que tu sais faire concrètement. Montrer ses projets sur GitHub, avoir un blog technique, contribuer à des projets open source, avoir de bons classements en CTF. Ça prouve les compétences. Parfois plus qu'un papier. Donc le portfolio avant le diplôme en quelque sorte. Et sur l'OSCP, il y a eu un changement récent important, c'est ça ? Tout à fait, et c'est très significatif. L'examen intègre maintenant une part très importante sur Active Directory. C'est l'annuaire de Microsoft qu'on trouve dans quasiment toutes les entreprises. Ça montre que les attaques se concentrent beaucoup là-dessus et que donc savoir auditer et sécuriser AD, c'est devenu critique. Une compétence clé pour le monde de l'entreprise, donc. Et bien sûr, tout ça dans le respect de la loi. On parle de hacking éthique. Absolument, c'est fondamental. La limite est claire. On apprend pour protéger, pour trouver les failles avant les attaquants, pas pour nuire. L'éthique doit guider chaque action. Un rappel essentiel.
En parlant de failles, on sait que souvent le problème, c'est pas que la technique. L'humain est souvent impliqué, non? Oh que oui, l'humain reste souvent le maillon faible. Le phishing, l'hameçonnage classique ou le spear phishing qui est plus ciblé, ça reste des vecteurs d'entrée très courants. Et une fois que l'attaquant a un pied dedans, ou même sans ça, quelles sont les failles techniques qu'on voit souvent? Des classiques comme les injections SQL pour attaquer les bases de données derrière un site web ou les failles XSS, cross-site scripting, pour injecter du code dans le navigateur des visiteurs. Ça revient tout le temps. Souvent, c'est dû à un manque de validation des entrées utilisateurs. La règle d'or, ne jamais faire confiance à ce que l'utilisateur envoie. Ne jamais faire confiance aux inputs. Notez. Et un pentest typique, ça ressemble à quoi rapidement? En gros, d'abord la reconnaissance, voir ce qui tourne sur la cible avec Nmap, GoBooster. Ensuite, chercher des vulnérabilités connues sur les logiciels, les configurations. Puis, tenter l'exploitation, par exemple, pour obtenir un reverse shell, un accès distant. Et enfin, essayer de monter en privilège, passer de simple utilisateur à administrateur système. Donc, si on résume pour quelqu'un qui veut se lancer, Il faut se concentrer sur les fondamentaux, Linux, les réseaux. Choisir un langage comme Python, c'est une bonne idée pour commencer. Et surtout, la clé, c'est de pratiquer énormément, via les CTF, les machines virtuelles, les projets perso. Et accepter que c'est un domaine où on n'a jamais fini d'apprendre. Il faut être curieux, donc explorer un peu les différentes facettes, l'attaque, la défense, la cryptographie peut-être, pour trouver ce qui passionne le plus. Et toujours, garder l'éthique comme boussole. sacré programme mais passionnant. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Cette montée en puissance d'Active Directive, qu'on voit jusque dans une certification majeure comme l'OSCP, ça soulève une question intéressante, non? Est-ce que ça signifie que les attaquants se concentrent massivement sur ces environnements Windows d'entreprise et que du coup, c'est là que les efforts de défense doivent être prioritaires à l'avenir? C'est une piste de réflexion.